Je voulais annoncer, et vous allez donc l'accueillir, de lourdes responsabilités pèsent sur ses épaules, parce qu'avec le portrait que j'ai dressé de lui et le talent que j'ai décrit, il se doit d'être à la hauteur de nos attentes, et donc vous allez saluer avec beaucoup d'enthousiasme Ghaleb Bencheikh qui nous rejoint. Merci beaucoup mon cher Gabi. C'est vrai que là vous m'investissez de la lourde mission qui consiste à ne pas décevoir nos amis ici présents. En tout cas, sachez que, puisque vous m'avez présenté comme un orateur, parfois les orateurs, on leur accorde des épithètes comme étant fougueux, passionnés, éloquents éventuellement, mais il existe deux types d'orateurs. Il y a ceux dont on sait ce qu'ils vont dire avant même qu'ils aient pris la parole, et à ceux dont on ne sait pas ce qu'ils ont dit même après avoir pris la parole, et je risque d'être l'un et l'autre. Et je puis vous assurer que c'est fondé, ce que je vous raconte, ce n'est pas qu'une sorte d'autodérision. D'abord, je suis venu par amitié. Je sacralise très peu de choses dans ma vie, mais l'amitié est sacrée. Quand Mohamed me demande de venir, je dis oui, alors que je ne suis ni éthicien ni économiste. Alors, mesdames et messieurs, j'implore votre indulgence pour cette outrecuidance. On est dans une période dite de spécialisation, sauf que le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien, par définition. Eh bien, je m'insère dans un domaine qui n'est pas le mien. Mais prenez-le simplement comme un témoignage. Le témoignage d'un homme, rien d'autre, ou d'un citoyen qui s'adresse à ses concitoyens et l'homme qui s'adresse à ses semblables. J'ai cru comprendre que je dois faire aussi la synthèse, mais la synthèse vous avez été déjà faite. Est-ce que je vais faire la synthèse de la synthèse? Donc du coup, je vais directement dans le temps qui m'est imparti, et il faut être discipliné. Dans ce cas, Rémi est fondé de faire retentir le gong. Pourquoi est-ce qu'il faut être discipliné? Parce qu'on dit toujours que le début de la civilisation commence par la discipline et une adhésion à des lois. Et en ces temps incertains, et même chez nous en France, après l'annus horribilis 2015 que nous avons connu, après ces mois de plomb que nous continuons à connaître, il est temps de sortir du panurgisme émotionnel et laisser place à plus de réflexion, d'investissement intellectuel, à de la connaissance. Nous avons notre cher Premier ministre qui se trouve aussi être là, qui a dit « Ah, il ne faut surtout pas comprendre parce que déjà comprendre, c'est excuser. » Eh bien non, il faut comprendre. Mais qui dit comprendre ne dit pas admettre. Il faut essayer d'analyser, et qui dit analyser ne dit pas excuser. Il faut expliquer, et qui dit expliquer ne dit point justifier. Ni la barbarie, ni la vilainie, ni l'ignominie, mais essayer de comprendre pour anticiper. Et ça, je le dis sans flagornerie aucune, qu'une profession sorte de ce qui est le cœur de son métier. Et j'ai cru comprendre que vous n'êtes pas, mesdames et messieurs, que des femmes et des hommes de chiffres. Et j'ai pensé à cette notion que les chiffres sont des êtres fragiles qui peuvent dire n'importe quoi sous la torture, pour peu qu'on sache les triturer et leur faire dire ce qu'on a envie de dire, surtout en ce qui concerne les sondages, surtout en ce qui concerne certaines statistiques. Eh bien, que vous vous éleviez, ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'ornière si vous triturez que les chiffres, eh bien c'est une bonne chose parce que ça fait de vous des hommes et des femmes, des vigies républicaines, des guetteurs dans la cité, des veilleurs dans la nuit, pour qu'elle ne soit pas si sombre. Voilà pourquoi est-ce que j'ai trouvé le projet formidable, extraordinaire, et j'y souscris à la fois par amitié et aussi par adhésion. J'ai dit que nous sommes dans un temps incertain, mais ça ne concerne pas que la France. Nous sommes à une période d'ubérisation de l'économie, de la digitalisation des activités humaines, de la BFMisation de l'information, de la twitterisation de la politique.
d'aucuns ont ajouté de la moranisation des mentalités. Eh bien, en ces temps-là, et qui, à l'échelle planétaire, c'est un temps aussi de rupture, un moment, aurait dit Hegel, un moment hegelien, c'est-à-dire un moment de rupture, c'est un temps fort dans l'histoire de l'humanité. Après l'écriture et le langage articulé, après la production du droit, après la machine de Gutenberg, nous voilà dans la révolution numérique. Et nous vivons, nous, surtout votre serviteur qui est dans l'après-midi de sa vie, à la charnière de 2 siècles, eh bien nous vivons un temps où les parents et les enfants n'ont pas la même représentation du monde. Et ceci implique aussi des considérations éthiques, au sens fort du terme. Surtout quand ce monde, nous dit-on, est chaotique. Il connaît des césures, des blessures, des fractures, des ruptures, partout. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça à travers l'histoire ou ce n'est que notre temps à nous? Eh bien, je convoque Charles Dickens dans son prologue du conte des 2 cités, quand il disait « C'était le meilleur et le pire des temps, le siècle de la sagesse et de la folie, l'ère de la foi et de l'incrédulité, la saison de la lumière et des ténèbres, le printemps de l'espérance et l'hiver du désespoir. Le monde avait, lui, tout et rien. Il allait droit au ciel et tout droit en enfer. Bref, c'est une époque qui ressemble tellement à la nôtre que ses censeurs les plus bruyants n'en parlent en bien ou en mal qu'au superlatif. J'imagine que ce que nous vivons là, fin de citation, j'imagine que ce que nous vivons là, c'est aussi du même ordre. C'est un temps d'espérance et il faut y aller, même si pour certains pinailleurs, l'espérance est ce qui n'advient jamais, là aussi par définition, mais aussi c'est un temps de doute. Alors, il reste l'éthique. L'éthique est-elle l'épistémé de la morale? Oui, c'est vrai. Elle est aussi, et selon son étymologie, un habitus, un mode de vie, une coutume, des mœurs, et aussi une sorte d'adhésion qu'il faut avoir pour pouvoir mener à bien cette grande Pâque qu'est la vie ici-bas. Et essayer de, pour donner une autre définition, de réussir une vie bonne. Bonne pour soi, utile pour autrui. Voilà une des définitions de l'éthique. Alors comment l'articuler avec l'économie? J'ai dit que je n'y connaissais rien, et encore une fois, c'est un domaine qui m'est hermétique d'une manière générale. Je sais que d'abord, l'économie, c'est de mettre un peu d'ordre. Avant tout, gérer les biens d'un foyer, avant tout. Mais aussi faire en sorte que l'économie, avec toutes ses disciplines, puisse échapper au suffixe « isme » qui étouffe la racine, comme disent les grammairiens, sortir de l'économisme, sortir de l'utilitarisme, sortir du mercantilisme, surtout à une époque où on nous dit que les hommes et les femmes sont livrés à l'anarchie des marchés. Encore, est-ce que les marchés sont anarchiques? Je n'en sais rien. En tout cas, faire en sorte que, par l'économie, surtout à une époque où nous assistons à l'écrasement de la question éthique, au piétinement du droit, à cette désespérance, eh bien, nous qui que nous soyons, et surtout nous qui avons la faiblesse de nous ériger comme des hommes et des femmes de bonne volonté, épris des causes justes de par le monde, eh bien, nous n'avons rien d'autre à opposer à cette situation déliquescente que la ferme résistance d'un humanisme qui assume la condition humaine, qui assume l'héritage de tous les peuples, quels qu'ils soient, y compris ceux qui ânent sous des servitudes renouvelées, y compris ceux qui sont sur les routes, chassés de leur demeure injustement.
Voilà, c'est cet humanisme qui remembre les sociétés qui sont disloquées, qui donne de la cohésion à des communautés fragmentées. C'est cet humanisme-là et qui, dans la liaison, dans la hybridation de l'économie et de l'éthique, eh bien, fait en sorte que l'activité économique sera profitable, si je puis dire, à l'homme, utile à l'homme, pour préserver sa dignité. Nous pourrions en parler de quelques exemples. Le cas emblématique est celui de Mahmoud Younous et sa banque Grameen. D'autres cas de placements dits éthiques, de placements financiers à retombées bénéfiques pour la société. Là aussi, il y aura à dire beaucoup de choses. J'ai envie aussi de revenir à nos quelques cas qui vont se poursuivre après une séance inaugurale sur l'éthique en tant que telle, à ne pas confondre avec la déontologie, parce que la déontologie a un aspect prescriptif, quasi contraignant. Enfin, en réalité, quand on suit le droit, les règles, c'est libérateur aussi. En revanche, l'éthique reste évolutive. C'est du domaine de l'évaluatif, c'est du domaine, si je fais le pédant, de l'axiologie aussi, des valeurs. Et lesquelles valeurs, tout le débat, sont-elles universelles, sont-elles universalisables? Et donc, elle est évolutive et elle concourt, encore une fois, à réussir une vie bonne. Et je répète, vie bonne pour soi, et n'oublions pas, utile pour autrui, pour tarir les sources de l'égoïsme, de la suffisance, de l'arrogance, de vouloir annihiler autrui. Malheur à celui qui ose faire écran entre mes ambitions débridées et moi-même. C'est ça. Homo homini lupus, disait Hobbes, avant lui Plaute. C'est ça, ce dont nous devons nous interroger. En ces temps de mondialisation, d'ailleurs qui n'est qu'un processus, le début de la mondialisation pour certains observateurs a commencé avec Sénèque, mort en 1953. Donc on est au début de notre ère. Dans sa Médée, il nous a enseigné ceci. Nos ancêtres ont connu le temps de l'innocence. En ces temps-là, le monde était multiple. Ailleurs était vraiment un ailleurs. Et voilà que le vaisseau thessalien l'a réduit à n'être plus qu'un. La mer est bouleversée, les obstacles sont surmontés. Plus rien n'est de l'ordre de jadis. Fin de citation. Si déjà Sénèque parlait comme ça à la première moitié du 1er siècle de notre ère, de ce que d'aucuns appellent le compute des nations, c'est-à-dire nous sommes en 2016, eh bien, qu'allons-nous dire aujourd'hui? Et c'était aussi un processus. N'oublions pas que Bagdad était la capitale d'un empire-monde. Et il y avait la maison de la sagesse. Et c'était le lieu du débat, de la controverse. Et on ne prenait pas ses propres références comme base de discussion. On laissait place à la connaissance. Maître Daïdj, à juste raison, parlait du savoir et du savoir-être. Parce que nous pâtissons aussi, notamment en France et même ailleurs, de la défaite de la pensée, de la démission de l'esprit, de l'abdication de la raison, de l'abrasement de la réflexion, de la négation de l'intelligence. Je suis peut-être sévère, mais il faut le dire. Parce que quand nous entendons ce qui est débité comme fadaise, comme billevesée, comme argutie, comme impéritie d'analyse sur des enjeux importants, cruciaux, fondamentaux, dont le devenir des nations en dépend, eh bien, pardonnez-moi cette outrecuidance, encore une fois, nous sommes fondés de mettre le doigt sur ce manque d'éthique à traiter l'information, alors que l'information est importante et c'est le socle de la démocratie. Le temps s'écoule inexorablement, Rémi sera toujours dans son rôle. Je reviens à ce qui a été dit. Donc après l'éthique d'une manière générale, éthique et justice. Et je suis ravi que la justice n'a pas été qualifiée. On n'a pas besoin d'une épithète à accoler à ce qui est fondamental, à une vertu. C'est la justice tout court.
sans vouloir égratigner Albert Camus, mais nous n'avons pas, du point de vue éthique, une conception camuséenne de la justice. Moi, je ne préférerais pas ma mère à la justice. Si ma mère a tort, c'est à la raison, La mienne propre n'est plus de ce monde, donc la situation ne se présentera pas. Mais c'est ça la justice. C'est ça aussi une éthique d'accepter. J'étais très sensible et même édifié par cette notion d'expliquer la pédagogie même du jugement. Et heureusement, et merci à toi Mohamed d'avoir permis ça, pour que l'on comprenne et que la liaison entre l'éthique et la justice puisse faire en sorte que la justice, c'est quelque chose, un pilier fondamental de la vie de tous les jours. D'ailleurs, je voulais vous le dire, sans faire étalage d'une vaine érudition, qu'on attribue à cinq personnages de l'histoire d'avoir dit tout est loi. Non, c'est peut-être tout est amour. Non, peut-être que tout est profit. Non, peut-être que tout est sexe. Et on avait fini par dire non, peut-être que tout est relatif. Il se trouve que ces 5 personnages de l'histoire ont un trait commun. Dans un autre contexte, je m'y appesantirai, c'est pour dire aussi que le fait d'adhérer à la loi, on rapporte que dans les guerres médiques, Xerxès ne comprenait pas pourquoi on lui résistait. Sparte pouvait lui résister. Donc il a dépêché un espion. Et au bout d'un moment, il revient le voir. Il lui dit « Alors, qu'as-tu vu ?» Tremblant comme ça, il lui dit « Maître ou maître du monde, puis-je parler en toute sécurité ?» Il lui dit « J'ai vu des hommes qui aiment par-dessus tout une chose que tes propres sujets peut-être n'ont pas pour toi comme sentiment. » Il dit « Alors c'est quoi ?» Il lui dit « C'est le nomos, c'est la loi, c'est la règle, c'est le code. » Ça, on revient au niveau de la déontologie. Mais au niveau de l'éthique, ça reste aussi cette liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer. Donc ça revient à la conscience. Voilà, donc l'idée de la gouvernance. Il reste quoi? Il reste 13 minutes. On est à l'aise. On est à l'aise, oui, mais on est serein, nous sommes quiets. Les Grecs auraient parlé d'ataraxie, absence de trouble intérieur, et il vaut mieux. À la sobriété extérieure, il peut y avoir aussi un brasier intérieur. Donc j'étais en train de dire que pour la 3e séquence, la 3e édition, il y avait cette notion de gouvernance. Outre l'idée que la gouvernance est tenir le gouvernail, faire en sorte d'être un bon barreur, et les meilleurs barreurs sont les barreurs de grand temps, l'entreprise, la manager, la diriger, on dit de nos jours dans un esprit collaboratif, cette transversalité, qu'il y ait une dose, lui insuffler une part d'éthique, ça fera en sorte que les uns et les autres, dans cet entrepreneuriat, il va y avoir du bonheur. Et ce n'est pas qu'un mot qu'on galvaude comme ça. C'est aussi un point à l'horizon, pour certains, y compris pour certains du point de vue de l'éthique. Éthique et spiritualité, c'est vrai aussi que j'ai parlé tout à l'heure de l'humanisme, que cet humanisme soit anthropocentré ou qu'il soit théocentré, l'important c'est de l'homme qu'il s'agit. Quand je dis de l'homme, c'est de l'être humain. Parce que nous autres hommes de vire, ne nous sommes que l'espèce mâle de l'humanité et pas forcément la meilleure. Et à ce sujet, Rainer Maria Rilke, le grand poète, disait dans sa correspondance à Franz Capus, la femme qui habite une vie plus spontanée, plus confiante et sans doute plus mûre et plus proche de l'humain que l'homme, ce mâle impatient qui ignore la valeur de ce qu'il croit aimer parce qu'il ne tient pas à la vie, comme la femme par le fruit de ses entrailles. Et ça me paraît aussi être important de tenir compte de ces liens, de cette hybridation, de cette intelligence du cœur et de l'esprit. Voilà. Toujours pour rester discipliné, j'ai envie de finir par dire que
c'est un souci éthique que, en dehors de ce qui est indélibérable, non négociable, le respect absolu et scrupuleux de l'intégrité morale et physique de l'être humain, le reste, il n'y a aucune raison d'en faire un dogmatisme. Il n'y a aucune raison de se croire, de ce point de vue-là, seul dépositaire de la vérité, seul détenteur de l'absolu. Et je ne vais pas déroger à cela. Je n'ai fait rien d'autre que de vous livrer un témoignage. De cœur à cœur, d'âme à âme, un témoignage d'amitié. Et je suis venu de Paris animé d'un sentiment d'amitié et de respect. Et alors, on attribue certes à Nietzsche d'avoir dit « seules les certitudes rendent fou » et que le contraire de la vérité n'est pas le mensonge, mais ce sont les certitudes. Eh bien, je pense aussi à cette citation de Søren Kierkegaard, le philosophe danois. Il disait « Il arriva que le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint en avertir le public. On pensa qu'il faisait de l'esprit. Et on l'applaudit. Il insista, les applaudissements redoublèrent et on rit de plus belle. C'est ainsi que périra le monde dans l'hilarité générale de ceux qui, au mieux, en dehors de leur certitude, tout n'est que divertissement et plaisanterie. » Voilà le témoignage que je voulais vous faire. Et merci de m'avoir écouté. Il n'y a pas le feu, ça n'est pas un bouffon, vous pouvez l'applaudir encore un peu. Juste, puisque, entre deux accolades, juste une réflexion en forme de clin d'œil lorsque vous faites le parallèle entre la justice et la mer. Il y a peu de chances que cette vision des choses traverse une partie de la Méditerranée pour être prise en compte dans l'île où mes ancêtres ont grandi, dont j'ai la faiblesse de croire qu'elle est la plus belle du monde. La mer est plus forte que la justice, même si elle a tort. Mais ça, c'est un clin d'œil. Le deuxième, c'est pour le barreur, qui est un barreur en gros temps, forcément. Le bon barreur, en régate, quand il n'y a pas d'air, la stratégie du barreur est décisive. Ça, c'est deux petits clins d'œil. Par contre, j'ai une question à vous poser. Dans cette société, on revient à l'éthique, dans cette société en quête de croissance, j'ai été très marqué par le débat qui a eu lieu hier, parce qu'on a parlé de ça, il faut la croissance à tout prix, il faut la faut. C'est un besoin qu'on a aujourd'hui. Dans cette société où on a un besoin vital de croissance, dans cette société où la réussite économique de certains place ceux qui ont réussi dans une stature de quasi-dieu, et leur parole devient quasi-parole d'évangile. Je pense à ceux qui ont réussi dans le monde numérique. Dans cette société où on nous dit parfois que l'environnement, ça commence à bien faire, et que le développement durable, c'est bien beau, mais qu'à l'emploi, est-ce qu'on n'a pas un peu oublié l'éthique? Alors, cher Gabi, cher président, vous animez avec maestria ces tables rondes, et je ne le dis pas uniquement dans un échange de bons procédés. L'accolade, parce que j'ai cru comprendre que Mohamed n'embrasse que ses amis, et je suis un ami proche, je l'ai déjà dit. Deuxièmement, mais vous avez raison de relever, au-delà de l'anecdote, tel ou tel point, la maman, la mère. Vous aurez remarqué que je ne vous ai pas abreuvé de citations de type théologique. Et d'ailleurs, la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Fides quærens intellectum, disait saint Anselme. Il faut comprendre la foi, elle est interrogeable, elle est à interroger. Et donc, sinon, on aurait pu ajouter que l'accès au paradis est en dessous des pieds des mers, etc. Eh bien, quand nous ne sommes pas d'accord à avoir des points de vue différents sur tel ou tel aspect, il faudrait se réjouir, parce que c'est l'occasion d'apprendre et de relativiser ses propres points de vue. C'est une approche éthique, décentrer le regard. Ça aide aussi à avancer. Et là, pour l'histoire de la régate, eh bien, je vous en sais gré parce que j'ai appris une chose. Voilà. Donc, non seulement j'ai gagné de voir des amis, mais aussi ayant appris quelque chose en repartant,
Et s'il n'y a pas des droits d'auteur là-dessus, je le redirai. Maintenant, est-ce qu'il faut un peu d'éthique dans cette histoire de croissance? Alors, prenez-le, s'il vous plaît, ce n'est pas un excès de fausse modestie qui est une tare parce qu'on a envie d'être loué abondamment. Prenez-le uniquement comme la réflexion du naïf que je suis dans ce domaine. J'entends, j'essaye de suivre, j'essaye de comprendre les arcanes de la science économique. Alors, tantôt, on me parle effectivement qu'il faut de la croissance, etc. Mais croissance, est-ce que c'est une croissance indéfinie? Est-ce qu'à un moment donné, il faut privilégier plutôt une sorte de qualité de vie? Comment? Alors, on me parle aussi d'économie de partage, économie équitable. Est-ce qu'il faut peut-être, au lieu de privilégier le profit immédiat, ne pas laisser les choses dans la durée, un peu comme le dit Adam Smith, un peu dans La richesse des nations, à propos du boucher, à propos du boulanger, etc., tenir compte de son intérêt? Bon, ce sont ces interrogations, l'abord éthique, l'approche éthique, c'est de dire que bon, ces choses-là ne sont pas données une bonne fois pour toutes. Elles sont soumises à débat, à discussion, à disputatio, pluriel disputationes, l'ancêtre de la soutenance de thèse. On donne un avis, on donne un avis contraire, et puis on est sanctionné positivement par l'octroi du diplôme. Bien. J'écoutais, là, je buvais les paroles comme ça. Est-ce qu'il y a éventuellement une ou deux questions que vous avez envie de poser à notre ami, ou est-ce que ça suffit? On en a eu pour notre salaire. Il y a une question au premier rang. Alors, on fait questions rapides et réponses rapides, hein. Comme ça, on essaie de... Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez de la célèbre formule quotidiennement appliquée? Peu importe la couleur du chat, qu'il soit noir, blanc ou gris, l'important c'est qu'il attrape la souris. Voilà une question qui nécessite à elle seule un colloque ad hoc, et Gabi dit une question courte, ce qui est le cas, il lui faut une réponse courte. Et là où on va à la frustration, et quelque part à une sorte de défausse de ma part, et je serai, comme l'a dit Jean tout à l'heure, sauvé par le gong, où il faudrait aussi dire qu'on est dans le cas classique de la fin qui justifie les moyens. Ça devient effectivement un problème éthique. Alors, la morale est connotée un peu religieusement, il faut des fondements, des systèmes de pensée, soit des systèmes religieux, soit des systèmes confessionnels, mais en tout cas, il y a un fondement, il y a ce qu'on appelle des impératifs catégoriques. À titre personnel, je ne relativise qu'à ma petite personne, tout dépend à la fois de la souris, je ne suis pas sûr de m'inscrire uniquement et exclusivement dans cette vision des choses. Le reste est à relativiser, hormis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a du non négociable, c'est le respect de la dignité humaine, consubstantielle à celle de l'humanité tout entière. Respect de la conscience, l'égalité par-delà le genre, l'égalité foncière, ontologique entre les êtres, désacraliser la violence, ne pas se croire mandaté par la transcendance pour aller commettre l'irréparable. Ça, oui, quelle que soit la couleur, d'accord, mais le reste, c'est soumis à jugement, j'ai envie de dire, à entendement. Oui, Allez-y. Oui. vous allez parler de disputation. C'est un mot qui est assez fort dans son concept. Mais est-ce que ce mot-là peut aller jusqu'à la confrontation? Et où vous situez l'économique par rapport au bien-être? Par rapport au bien-être. Bien, moi je me suis retourné vers Gabi pour aller répondre. Je ne voulais pas un instant laisser croire que je suis venu
plaider une cause pro domo, caresser un passé mythique et révolu. J'ai dit un mot sur Bagdad, certes, mais l'ancêtre de la disputation est la controverse de Bagdad. Quand vous avez dans la fameuse maison de la sagesse, alors une ou plusieurs, en tout cas celle fondée suite à un rêve du calife Al-Mamoun ayant rêvé d'Aristote, entre 813 et 833, eh bien il va fonder la fameuse maison de la sagesse, et là on vient et on débat, on parle. Et il y a eu, je le dis en arabe, al-munadarat, la controverse. Elle a été dans ce qu'on appelle la translatio studiorum, la circulation des idées, du savoir autour de la Méditerranée, reprise par nos auteurs latins, et donc on a laissé place à la disputatio. La disputatio, j'ai dit tout à l'heure, va devenir par la suite la soutenance de thèse. Oui, la confrontation, si elle se fait dans un cadre courtois, respectueux de la différence, dans l'éthique du débat. Quelqu'un comme Shafi'i, mort en 820, disait, dans une controverse, ou dans une disputation, ou dans une confrontation, mon avis, je le crois juste et je le défends, et je le pense juste. Mais je n'oublie jamais que l'avis de mon contradicteur puisse recéler sa part. Mon avis, je le crois juste, mais il peut être entaché d'erreur. Et l'avis de mon contradicteur par construction, je le pense faux, mais je n'oublie jamais qu'il recèle sa part de vérité. Si la confrontation est dans ce cadre-là, dans ce cadre éthique, elle est la bienvenue, nous en manquons. On a simplement ceux qui viennent nous asséner leur vérité. Alors maintenant, pour le second volet de la question, le bien-être et l'économie. Il y a des débats. Qu'est-ce que c'est véritablement le bien-être? Est-ce que c'est l'extinction des désirs, comme certains veulent bien nous l'enseigner? Je ne le dis pas d'une manière dépréciative, j'essaie de comprendre. Est-ce que le fait d'assouvir ses plaisirs, des plaisirs charnels, tout à l'heure Gabi il a dit avec un tel vous avez le sens des mots, mais l'acception même du sens, c'est l'orientation, c'est la palpation et c'est aussi la signification. Donc qu'est-ce que c'est que le bien-être? C'est la jouissance, la délectation de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on a, ou est-ce que ça relève encore d'un autre ordre? Mais si, me semble-t-il, l'économie pourvoit aux besoins fondamentaux, primaires, le droit à l'éducation, le droit au logement et le droit, quel était le premier, c'est à la santé, merci. Voilà, l'Alzheimer me guette. Donc, si on a ça, et qu'il y ait une bonne équirépartition des richesses pour l'ensemble des humains, alors nous mettons à rêver, mais ça reste un point à l'horizon, oui, l'économie concourt à ce bien-être, mais un bien-être partagé par tous. Bien. Je pense qu'on atteint pratiquement le terme de notre rencontre. Si aucun d'entre vous ne demande la parole, je me permets de vous demander une nouvelle fois de remercier Khaled Benchek de sa participation. Merci à tous. Vous savez